Le Havre pose un vrai problème stratégique pour les Alliés. Il se trouve sur les arrières et les flancs des armées coalisées. Les Britanniques décident donc d'obliger la garnison allemande à la reddition. Le général Crocker, en arrivant au Havre, avec des moyens en troupes terrestres limités, mais avec une consigne de faire vite pour s'emparer de Sport. Wildermuth n'est pas un nazi, mais un de ces nationalistes allemands. Tout commandant d'une garnison est obligé de résister jusqu'au dernier homme et de jurer personnellement à Hitler. Le sol tremblait. On pensait que ça allait s'arrêter, puis ça recommence. C'était effroyable. Ça tremblait de tous les côtés. Enfin, c'était une vision d'apocalypse. Il n'y a plus rien. On ne savait même pas où était notre maison, tout était disparu. On enterrait les gens, on les mettait dans un drap ou dans des dessus de lit ou de ce qu'on pouvait. Enfin. On a dit pourquoi nous bombarder comme ça. On n'a pas compris. C'est un crime de guerre ou quelque chose qui mérite des excuses. Les Anglais ont fait un truc qu'ils ne devaient pas faire. Les troupes alliées viennent de débarquer sur les plages de Normandie. À la mi-juin 1944, des centaines de milliers d'hommes se heurtent aux Allemands qui tentent de résister au rouleau compresseur. On se bat dans le bocage et dans les villes normandes. Rouen, Cherbourg et Caen tombent après des combats qui font des milliers de morts civiles et militaires. C'est une période où tout va très vite, trop vite. Au point que beaucoup de stratèges commencent à croire que la guerre sera gagnée d'ici la fin de l'année 1944. Mais la rapide progression des troupes alliées pose des problèmes d'approvisionnement. Faute de carburant, les chars du général américain George Patton sont arrêtés à sec, sur le bord des routes de France. Le commandant allié a besoin de nouvelles bases sur la côte normande pour faire transiter leur ravitaillement. Le lieu choisi est le port du Havre, le plus grand en eau profonde. Cette décision va être lourde de conséquences pour cette ville. Le Havre a une situation bien particulière. Il se trouve sur les arrières et les flancs des armées alliées qui sont en train de gagner progressivement le Nord, puis la Belgique et la Hollande. Donc stratégiquement, il est quand même difficile de tolérer qu'à proximité directe de vos lignes se trouve une force aussi concentrée, aussi puissante, qui risque toutefois de mener des contre-attaques difficiles. L'homme chargé de libérer le Havre est le général John Crocker. Honest John, honnête John, est le surnom de Crocker en raison de ses profondes convictions religieuses et de son intégrité morale. Taciturne et discret, il est tout le contraire des généraux flamboyants comme Patton ou Montgomery. C'est un militaire décoré pour ses faits d'armes pendant la Première Guerre mondiale. En 1940, il est considéré comme l'un des meilleurs stratèges dans l'utilisation des chars. À l'été 1944, Montgomery lui a confié la prise de Caen. La prise de cette ville normande a été interminable. La bataille qui s'annonçait rapide s'est enlisée durant 6 semaines. Il a fallu 4 offensives et d'âpres combats pour prendre la ville. Crocker y a perdu 3500 hommes. Il avait été l'homme qui a piétiné devant Caen pendant de longues semaines au mois de juin. Et pour la prise de Caen, ses supérieurs, et notamment Montgomery, ont fait appel aux bombardiers. Ça s'est plutôt mal passé, surtout le premier bombardement. On n'a pas vraiment atteint les positions allemandes. Donc Crocker, en arrivant au Havre, avec des moyens en troupes terrestres limités, mais avec une consigne de faire vite pour s'emparer de Sport,
La tâche s'annonce difficile. Le Havre est un Festung, une forteresse défendue par de lourdes batteries d'artillerie et une garnison de plusieurs milliers de combattants. À sa tête, il y a le commandant Hermann Wildermuth. Cet officier est un ancien banquier et homme politique qui surnage dans les eaux troubles du régime nazi depuis le milieu des années 30. Wildermuth n'est pas un nazi, mais un de ces nationalistes allemands libéraux qui ont accompagné le régime nazi dans toutes ses mesures, notamment les atrocités commises en Europe de l'Est. Il a commandé en Yougoslavie, en Europe de l'Est, où il a participé au massacre. Ce n'était pas un soldat professionnel, mais c'était un officier zélé qui espérait être commandant d'une division. Au lieu de quoi, on l'a mis à la garnison du Havre. Au cours de la guerre, son comportement de militaire zélé, très efficace, est remarqué. C'est pourquoi Hitler le charge du commandement de la garnison du Havre en juillet 1944, avec pour ordre de détruire le port et de tenir la forteresse coûte que coûte. Il est nommé avec un serment personnel à Hitler, avec l'idée de résister jusqu'au bout et de ne pas se rendre sans une communication et une autorisation directe d'Hitler. Il faut savoir aussi que tout commandant d'une garnison est obligé de jurer de résister jusqu'au dernier homme, de jurer personnellement à Hitler, ce que Wildermuth a fait. Pour honorer son serment au Führer et se battre, le colonel Wildermuth dispose d'une garnison de 12 000 hommes. Tout l'été, il s'active pour préparer les combats à venir. Il estime que les fortifications autour de la ville n'étaient pas vraiment au point et il s'emploie, tant bien que mal, à les renforcer pendant les 3 dernières semaines d'août et puis au début du siège. La garnison allemande au Havre, ce ne sont pas des troupes d'élite. Pendant longtemps, le Havre a été considéré comme un coin assez pépère pour les troupes allemandes. Si on avait le choix entre la Russie ou le Havre, le Havre c'était vraiment le paradis. Il estimait que s'il avait des vivres pour survivre pendant 80 jours, il ne croyait pas pouvoir continuer bien plus longtemps qu'une dizaine de jours une fois le siège commencé. Soumis à la propagande de Vichy et à celle des occupants, les habitants du Havre savent que les Alliés sont enfin en France depuis ce 6 juin. Pourtant, rien ne change vraiment comme le montrent ces images amateurs filmées par un soldat allemand. Les Havrais sont toujours sous le joug des Allemands, qui ne donnent aucun signe de faiblesse. On avait senti quand même que dans la nuit, il y avait eu beaucoup de passages. Mais aucun bombardement, aucun coup de canon. On sentait qu'il y avait du passage. Et lorsque le jour est arrivé, et au mois de juin, le jour arrive de bonne heure, derrière le fort de Saint-Brest, on voyait tout à fait l'armada anglaise qui arrivait sur les côtes de Calvados. Il est évident que ça a changé le système. Et puis en plus de ça, les bombardements de l'extérieur, on sentait les bombes d'en face, on les entendait, donc ça nous impressionnait. Le 12 juin 1944, le Havre est copieusement bombardé par la Royal Air Force britannique. Ce n'est pas le premier bombardement allié sur cette place forte allemande, mais c'est le premier d'une telle intensité. Moi j'ai eu peur, puis je n'osais pas sortir, et puis les bombes tombaient à 100 mètres, 200 mètres, 10 mètres, les maisons tombaient les unes après les autres, et moi j'ai vraiment eu peur. Et là j'ai quitté les lieux pour aller sur la place de la mairie. Et dans la mairie, il y avait un jardin, et là je suis allé dans la tranchée, puis il y avait plusieurs tranchées, et j'ai été à l'entrée, c'était plein par tout le monde, c'était la panique totale. Et puis vers 1h du matin, il y a eu une autre attaque. Ils ont attaqué les Allemands dans le port de Havre. Là, ils ont perdu des centaines de marins, et puis les bateaux sont tous pratiquement coulés. On écoutait la radio anglaise. La BBC était facile d'accès sur les postes. On the eastern side is Le Havre, which is one of the most important commercial ports of France
Et ils donnaient d'ailleurs des informations en disant « nous avons bombardé les docks du Havre ». C'était leur façon d'interpréter le débit des bombardements. En réalité, les docks du Havre, on ne savait pas ce qui se passait sur le port parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Mais généralement, c'était la ville, le centre-ville qui trinquait. Et le lendemain, on relevait les morts et puis les maisons qui étaient détruites. Que vise vraiment ce bombardement de juin? Les Alliés préparent-ils un débarquement imminent au Havre? Le bombardement de juin est un bombardement avec un objectif strictement militaire. C'est la base des vedettes lance-torpilles dans le port. Il faut savoir que le port du Havre a été essentiellement détruit par les Allemands au cours de l'été 1944 pour ne pas laisser un grand port aux Alliés. Les Alliés voulaient garder le port du Havre dans le meilleur état possible et ce sont les Allemands, sous la direction de Wildermuth, qui ont savamment, méticuleusement dynamité tout ce qu'ils pouvaient. La marine allemande avait ici instauré une flottille de vedettes rapides extrêmement agressive. Et quelques jours avant le 6 juin 1944, ces vedettes rapides foncent au nord, sur la côte de l'Angleterre, et là coulent en quelques instants des bateaux américains chargés de soldats qui étaient en train de s'entraîner au débarquement. Les Britanniques détruisent la base navale allemande. Puis, les Allemands sabotent eux-mêmes le port au cours de l'été pour empêcher les Alliés de s'en servir. Les bombardements font fuir une partie de la population du Havre. La ville comptait 150 000 habitants. La population est très réduite, peut-être 50 000 habitants. Les occupants allemands ont décidé qu'il fallait évacuer les bouches inutiles, les enfants, les vieux, certaines professions qui n'étaient plus utiles. Et ils se préparent au siège et donc ils conservent uniquement les habitants qui leur paraissent utiles pour l'entretien des environ 11 000 soldats allemands qui sont en ville. La famille d'Ombre possède une des grandes librairies de la ville. Elle est située au centre, à quelques pas de la mairie. Comme de nombreux Havrais, ils ont trouvé refuge sur les hauteurs. Mais pas question de fermer boutique. On avait un commerce, donc on voulait garder le ouvert. Dans une ville, il faut qu'il y ait des commerçants pour vivre. Quand il y a eu le débarquement, il n'y avait plus de tramway, il n'y avait plus rien. Ma sœur aînée et moi, on venait en vélo souvent. Mais ma mère, à pied. Pour tous les autres, ceux qui n'ont pas de commerce, ceux qui ont des familles, avec l'imminence des combats, se posent la question de partir ou de rester. Lorsque les Anglais ont encerclé le Havre, ont commencé l'encerclement du Havre, il était encore possible de sortir et d'aller à la campagne. Et mes parents ont fait un genre de conseil de famille pour nous demander ce qu'on en pensait. Et moi, j'ai dit à mon père, je dis, moi, je serai vous, je prendrai la décision de rester là. Les Havrais qui restaient étaient rétifs à l'idée de partir. Ils avaient sans doute le souvenir de l'exode de 40 et du fait qu'ils étaient nombreux à revenir et trouver leur domicile saccagé, soit parce qu'ils voulaient être présents à la libération de leur ville. Finalement, on est resté ici, alors que mes parents envisageaient de partir. Et on a eu tort. Durant l'été, et malgré des difficultés de plus en plus critiques d'approvisionnement, les Alliés poursuivent leur avance. Ils libèrent Paris dans les combats et la liesse le 26 août 1944. Le Havre est toujours la priorité des Alliés. La ville est alors totalement encerclée par les troupes britanniques. Le dimanche 3 septembre 1945, une réunion cruciale se tient au quartier général de la première armée britannique au nord du Havre. Le général Croker réunit les officiers britanniques et canadiens pour préparer l'attaque de la ville. Pour s'emparer du Havre, il ne bénéficie que de 2 divisions. Croker, évidemment, est parfaitement conscient qu'un assaut par voie maritime est impossible parce que les défenses sur la plage sont relativement fortes. Croker comprenait, comme Wildermuth comprenait aussi, que l'offensive devait venir essentiellement du nord et du nord-est, précédée par un bombardement assez massif.
Dans ces conditions, le bombardement semble être l'arme parfaite. Il permet d'éviter une intervention directe et peut effrayer les Allemands. Tous les renseignements indiquent qu'ils sont à bout. Avec un peu de chance, la menace d'un bombardement suffirait même peut-être à les faire plier. L'effet d'un bombardement est surtout un effet de choc. Un bombardement massif peut désorienter les troupes ennemies pendant un certain temps, les rendre sourds, les rendre parfois à moitié fous. La condition donc d'un bombardement réussi, c'est d'une part, évidemment, qu'il soit précis, et d'autre part, que l'assaut terrestre suit tout de suite après. Les Britanniques disposent de renseignements, comme une carte du Havre dessinée par les résistants français, sur laquelle est détaillé le système de défense ennemi. Elle montre que la ville est bien défendue. À l'ouest, par des fortifications et des batteries d'artillerie. À l'est, par des fosses et des champs de mines. Au total, 77 000 mines et 430 blocos. Mais il y a quelques lacunes. Les services de renseignement estiment que la garnison compte 8 000 hommes. En réalité, ils sont 12 000. Ils savent où sont les casernes, les QG, etc. Ils ne savent pas forcément exactement où se trouvent les troupes à un moment donné. Donc, notamment à travers la reconnaissance aérienne, ils savent que, par exemple, du côté de la rue Félix-Faure et sur le fort de Tourneville, il y avait d'importantes installations allemandes. Ils savaient qu'en ville, il y avait telle ou telle caserne, tel ou tel QG, mais ils ne savaient pas forcément là où étaient précisément les troupes allemandes. Une rencontre capitale a lieu entre les Anglais et les Allemands dans la soirée de ce même 3 septembre, à 21 h dans la banlieue du Havre. Aucun compte-rendu n'a été rédigé. Ce que l'on sait, c'est que Crocker impose un ultimatum à Wildermuth. S'il refuse de se rendre, un bombardement sera engagé dans un délai de 48 heures. Les Anglais insistent sur l'inégalité des forces en présence et garantissent à la garnison allemande que si elle accepte de se rendre, les soldats seront bien traités. Dans le cas contraire, on leur promet un déluge de feu. Ils croyaient pouvoir faire plier Wildermuth en menaçant un bombardement féroce. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lors des pourparlers le soir du 3 septembre. On dit à Wildermuth très clairement, rendez-vous, sinon on va bombarder la ville massivement. Wildermuth refuse. Donc Wildermuth, le politique, se serait peut-être rendu, mais Wildermuth, le soldat, est bien résolu à continuer. Se pose alors la question des civils. On sait aujourd'hui qu'elle a été au cœur des négociations. Mais qui l'a proposée? Qui l'a refusée? Est-ce les Allemands, pensant que la Royal Air Force n'oserait pas raser la ville avec les civils ou les Anglais, espérant que Wildermuth se rendrait plus tôt que d'être responsable d'un drame? Ce que les Allemands veulent, c'est que les dernières évacuations se prolongent très longtemps, ce qui rallonge la durée du siège, ce qui les arrange, et qu'un certain nombre de personnes essentielles pour les troupes allemandes restent. Les Britanniques, par contre, veulent vous évacuer toute la population tout de suite ou c'est fini. Donc des deux côtés, on utilise la population comme une monnaie d'échange, oui. De retour dans son QG du fort de Tourneville, Wildermuth sait que l'armée allemande est en déroute. Quelques jours plus tôt, le commandant de la 15e armée qui devait lui venir en renfort l'avertit qu'il se retire, le laissant seul avec sa garnison. Il sait que les Alliés ont atteint la Belgique. La guerre semble bien perdue. Il doit aussi lutter contre la démotivation. Depuis plusieurs jours, les Alliés larguent sur la ville des milliers de lettres signées par Eisenhower, à destination des soldats allemands, les invitant à se rendre et leur promettant d'être bien traités. La propagande est peu efficace. Seuls quelques soldats désertent. Quelques soldats allemands demandent que les autorités locales, la population locale, les résistants, les abritent. Les commandants allemands apprennent cela et disent « Vous devez nous rendre ces soldats ». Et on sait dans d'autres cas que les déserteurs allemands sont fusillés. Donc les résistants refusent de livrer les hommes, mais ils disent « On va les désarmer quand même, comme ça. On vous donne les armes, mais pas les hommes ».
Le 4 septembre au matin, Wildermuth fait savoir aux Anglais que la garnison ne se rendra pas. Est-ce par sens du devoir? Parce qu'il veut respecter son serment? Parce qu'il craint pour la sécurité de sa famille restée en Allemagne, qui serait menacée si Hitler devait se sentir trahi par une reddition trop rapide? On ne le saura jamais. Wildermuth ajoute à sa réponse la demande d'une trêve de 48 heures pour permettre l'évacuation des civils. Ce qui est certain, c'est que Wildermuth avait demandé l'évacuation des civils et que Crocker l'a refusé. Pourquoi? Parce que Crocker était très pressé, parce que aussi il estimait que tous les avantages militaires d'une évacuation étaient du côté de Wildermuth, c'est-à-dire un gain de temps pour Wildermuth et moins de civils pour gêner la résistance allemande. La détermination de Wildermuth à tenir son engagement de commandant et la volonté de Crocker de prendre la forteresse au plus vite vont sceller le sort du Havre. En ville, les rumeurs concernant une attaque aérienne commencent à courir, mais la nouvelle n'effraie pas les habitants. Au cours de ces 4 dernières années, ils en ont déjà subi plus de 130. Ils se sont construits des abris et connaissent la procédure à suivre en cas d'attaque. Je ne veux pas dire qu'il y a une habitude au bombardement. Mais comme ce n'était pas les premiers, on sentait quelle était la cible. Mais si ce n'était pas exactement dans notre secteur, on poussait à la fin un ouf de soulagement. Personnellement, je n'ai pas senti de mouvement de panique. Il y avait un certain fatalisme, finalement. Puis en espérant qu'on passerait au travers. Crocker déclenche l'opération Astonia. Il fait appel au commandement des bombardements, le Bomber Command, dirigé par Arthur Harris, le chef de la Royal Air Force. Il est surnommé Butcher Harris, Harris le boucher par ses hommes. Avec son armée d'avions Lancaster, il écrase l'Allemagne sous les bombes depuis 1942. Les rumeurs à son sujet vont bon train. On dit de lui qu'il aime voir les villes détruites. Le maréchal Harris va comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de faire la guerre et que le bombardement stratégique, le bombardement aérien, est quasiment la seule manière d'attaquer l'ennemi, de le frapper au cœur, d'empêcher ses communications, de détruire son potentiel industriel. C'est l'homme qui exécute la politique déjà définie de area bombing, c'est-à-dire de détruire toute une ville au lieu de s'en prendre précisément à telle ou telle usine. Il va dire à Churchill et aux autorités qu'il se fait fort de mettre l'Allemagne à genoux et qu'il ne sera peut-être pas nécessaire d'engager des forces terrestres. Pour lui, la destruction des objectifs allemands, incluant les villes, va permettre de mettre à genoux le Troisième Reich et de détruire le moral de la population qu'il soutient. Le maréchal Harris n'aime pas bombarder la France. Il aime ce pays. Il connaît les dégâts que font ses bombardiers, mais il obéit aux ordres. C'est un homme qui n'aime pas forcément bombarder la France. Il le fait essentiellement contraint et forcé. Et d'ailleurs, il était très critique, par exemple, de certaines opérations qu'il avait été obligé de faire, notamment contre les bases sous-marines à Lorient et à Saint-Nazaire. Il estimait que ces attaques étaient parfaitement inefficaces et qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Aussi aberrant que cela puisse paraître, Crocker ne connaît pas les techniques de bombardement britanniques, c'est carpet bombing ou bombardement massif. Essentiellement réservés à l'Allemagne, ces bombardements se sont multipliés de fait en France depuis le 6 juin pour assurer la réussite du débarquement. Pour retarder les renforts allemands et freiner leur déplacement, certaines villes et villages normands ont été ainsi rayés de la carte. Alors, lorsque Crocker demande un déluge de feu sur le Havre sans détruire la ville, comment est-ce compatible avec les techniques de bombardement britanniques? Comment être précis en bombardant massivement une zone, un objectif? La précision et l'identification des cibles va d'abord être basée sur un outil qui est fondamental, ce qu'on appelle les Target Illuminators, qui sont en fait des sortes de gros feux de Bengale de couleur verte,
de couleur rouge, certains blancs mais plus exceptionnellement, qui vont permettre d'illuminer la cible. Un premier groupe d'appareils, des appareils éclaireurs, vont larguer sur l'objectif ces gros target illuminators. Le deuxième outil de précision est le guidage des bombardiers. Les Britanniques ont une technique très particulière. Le principal outil de guidage va être un guidage radio qui s'appelle en anglais oboe, tout simplement parce que le son émis par ce signal ressemble un peu au signal d'un hautbois. Donc depuis l'Angleterre, 2 stations émettrices qui sont séparées géographiquement envoient chacune un signal au-dessus de la cible. Les 2 signaux se croisent précisément au-dessus de l'objectif. Les appareils arrivant sur zone entendent les 2 signaux qui se superposent et savent que c'est le moment précis où ils doivent larguer leur cargaison de projectiles. Troisième outil de doctrine qui permet de garantir une certaine précision, la présence dans le ciel en amont des bombardements d'un homme clé, le maître bombardier ou le maître de cérémonie. Faire superviser chaque bombardement de nuit par un super officier bombardier qui est sur l'objectif, qui le survole, qui a une longue expérience des bombardements de nuit et qui va en permanence contrôler, corriger l'opération éventuellement et s'assurer que la planification qui a été définie est respectée. Connaissant l'imminence des bombardements, Wildermuth fait évacuer la commandanture et les casernes par ses hommes qui prennent position dans les blocos à l'entrée de la ville. Le 4 septembre, Crocker veut croire que le bombardement ne sera pas nécessaire. Il a prévu la possibilité de l'annuler à la dernière minute par un mot de code, Lemons pour citron. Mais c'est le mot de code Orange qui est donné. Orange lance l'opération Astonia. En Grande-Bretagne, sur les bases de la Royal Air Force, 1900 tonnes de bombes sont hissées à bord de 313 bombardiers Lancaster. Les demandes de Crocker, de petites bombes, n'ont pas été retenues. Il s'agit d'un mélange de bombes entre 250 et 500 kg. Un chargement habituel pour ces bombardiers lourds qui décollent par un temps tout à fait clément. À l'avant-garde se trouvent des avions Pathfinder, ce sont des Mosquito de la RAF, de petits avions qui larguent des indicateurs lumineux qui délimitent la zone à détruire. Il s'agit du centre-ville du Havre. Les premiers appareils marqueurs sont arrivés, mais du fait de la couverture nuageuse, on larguait les target illuminators un peu trop en avant de la cible. Il faut donc refaire un nouveau marquage et permettre à ce que de nouveaux Pathfinder arrivent et jettent leur feu de Bengale. Alors le maître de cérémonie va donc demander à tous les appareils, tous les bombardiers qui sont en file, qui attendent d'intervenir, de patienter. Ces derniers vont faire un grand tour au-dessus de la baie du Havre. Les Pathfinder vont jeter de nouveaux marqueurs, de nouveaux target illuminators, précis cette fois-ci, et le maître de cérémonie, le master bomber, alors donnera l'ordre de déclencher le bombardement. Je me souviens, j'étais chez un ami qui faisait de l'aéromodélisme. Dans le grenier de ses parents, où il y avait une très belle vue d'ailleurs sur tout l'estuaire du Havre. Il était à peu près 6h moins le quart, 6h, quand on a vu les avions marqueurs qui sont venus du nord-ouest et qui ont lancé des fusées éclairantes en plein jour. Et ça nous a beaucoup intrigués tous les deux. Il avait un poste dans le grenier et on a regardé tout ça. On dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère et moi, on était coincés à la maison parce que nos parents étaient partis à la campagne comme beaucoup. Vous, les gros bras, on n'avait pas peur, nous. On n'avait pas peur. Crocker a donné 11 cibles à bombarder, s'appuyant sur des reconnaissances aériennes et des informations. Il y a notamment la commandanture et des bureaux administratifs. Seulement, aucune de ces cibles ne désigne le quartier général militaire de Wildermuth, situé dans le fort de Tourneville. Il faut savoir que dans les relations entre les forces terrestres et le Bomber Command, l'attitude du Bomber Command était « on veut bien qu'on nous dise quelles sont les cibles qu'il faut attaquer, mais ensuite qu'on ne nous dise pas comment faire. Ça, c'est notre affaire. » Et je crois que c'est à cause de cela que la demande de Crocker
créer beaucoup de bruit et de confusion. Lui, il demande un bombardement et le bomber command exécute un bombardement à sa façon. Entre 18h et 19h, les bombardiers britanniques arrivent au-dessus du Havre. Ils volent très bas. Il n'y a aucune DCA allemande. Les premières bombes explosent. On a vu la première vague des bombardiers arriver. J'ai couru pour retrouver mes parents qui étaient déjà entrés dans la tranchée du jardin où ils se trouvaient. Et c'est là où le bombardement a commencé. C'était 200 avions, et puis qui larguaient ça, mais... Alors on est allé chez les voisins, et c'était une quinzaine, et puis il y avait même des dames qui pleuraient, et pas avaient peur, tout ça, et on est allé se protéger chez eux. Alors il y a eu plusieurs vagues, bien sûr. On sortait de la tranchée au fur et à mesure que les vagues se succédaient. Le sol tremblait. On pensait que ça allait s'arrêter, puis ça commence. C'était effroyable. Ça tremblait de tous les côtés. Enfin, c'était une vision d'apocalypse. Il y avait un nuage de fumée, de feu qui montait à 5 000, 10 000 mètres. Tout était embrasé. On a voulu descendre dans la maison avec mon frère. Et quand on a vu ça, c'était affreux. Tout ça, il n'y a plus rien. On ne savait même pas où était notre maison, tout était disparu. Et puis, c'était pas fini. Il y avait une deuxième qui avait 200 avions qui revenaient, et une troisième, une quatrième et une cinquième. Et ça a duré 2 heures. 2 heures, c'est affreux, ça. Les pilotes ne cherchent pas à viser les cibles données par Crocker. Le Bomber Command a traduit ces demandes en un périmètre à bombarder. Et cela correspond au centre-ville du Havre. Il bombarde massivement une zone pour être certain de détruire l'objectif. Compte tenu d'une certaine imprécision des tirs, les bombes atteignent rarement leur cible, d'où la nécessité d'en larguer une grande quantité. Il y a 335 avions, pour l'essentiel des Lancaster, et ils arrivent donc en fin de journée, en 2 vagues. Ils larguent environ un peu moins de 1900 tonnes de bombes sur le Havre, dont 60 tonnes d'incendiaires, ce qui n'est pas rien. Les bombes incendiaires s'engouffrent dans les béances des immeubles éventrés et mettent le feu aux charpentes. J'en ai vu des bombes incendiaires, c'était des plaquettes au phosphore, et dès qu'elles touchaient le sol ou un toit, etc., elles se mettaient à flamber. Les destructions du Havre-Centre ont été causées par les bombes explosives d'abord, puis ensuite par les bombes incendiaires et le vent de feu. Et c'est les pompiers qui étaient très gênés d'ailleurs parce que les canalisations étaient crevées, bien entendu, qui ont été chercher de l'eau dans le bassin du commerce. C'était de l'eau de mer qui ne convenait pas, mais enfin, ils l'ont prise quand même, pour essayer de couper le feu. Les flammes se propagent rapidement, transformant le centre-ville en un gigantesque brasier. Une centaine de résistants meurent brûlés vifs dans les caves du théâtre municipal où ils s'étaient cachés. À 21h, le cœur du vieux Havre a été intégralement détruit. Un bombardement aérien de cette intensité, de cette force, de cette puissance comme l'a connu le Havre, c'est l'expérience qu'il n'y a plus aucune sécurité sur cette planète pour vous, où que vous vous cachiez, que ce soit dans les caves, dans les jardins, vous ne pouvez pas fuir, vous êtes broyé, et le bombardement est par ailleurs incessant. Quand on parle de 350 bombardiers lourds, presque 2000 bombes larguées, ça veut dire que toutes les 15-20 secondes arrive un nouvel appareil avec sa cargaison de bombes. Donc c'est terrible, c'est la fin du monde et une totale apocalypse. C'est atroce, on perd tout. On perd les amis
les amis qu'on a dans les meubles où on a vécu, on perd tous ceux qui travaillaient dans le quartier, tout ça, on a perdu tout. Autour de l'église Notre-Dame, autour du monument aux morts, il y avait des corps, on ne savait pas qui c'était. Outre les destructions, ce 5 septembre, 781 civils ont été tués et 289 sont portés disparus. Aucun Allemand ne trouve la mort. Aucune fortification n'est atteinte. Le général Crocker demande aux Allemands de se rendre. La garnison allemande ne se rend absolument pas après l'attaque du 5. Donc il y a une deuxième attaque le 6 sur une cible un tout petit peu décalée par rapport au 5. Après le refus par Wildermuth d'un deuxième ultimatum, Crocker déclenche l'opération Astonia II. Les escadrilles de bombardiers reviennent dans le ciel du Havre pour larguer leur cargaison meurtrière. Là, ce sont 271 appareils qui larguent environ 1500 tonnes de bombes, avec aussi une quantité très très réduite d'incendiaires. Des centaines d'habitants sont venus s'abriter dans le tunnel du Jenner, un tunnel routier en construction, lorsqu'une bombe s'écrase sur l'entrée et la détruit. Emmurée vivante, 319 personnes meurent asphyxiées. Cette catastrophe devient le symbole du drame. Il y a 7 survivants, dont un enfant, Daniel, âgé de 13 ans. Les gens mouraient les uns après les autres, si vous voulez. Mon père, à un moment, m'a appelé en me disant, bon, je crois que... J'avais 13 ans à cette époque-là, quand même. Et il m'a dit, bon, je pense pas que je sortirai du tunnel, mais on ne parle pas à ta mère. Donc, et mon père est mort dans mes bras. Max Bengtson arrive sur les lieux très peu de temps après le bombardement. Il pensait y trouver refuge. Je rentre dans le tunnel avec mon frère, et puis on rencontre des cadavres. C'est grave, ça fait mal de voir ça. On ne s'attendait pas à ça. Le mauvais temps empêche les bombardements de se poursuivre. Crocker écrit à sa femme. « Ma chérie, c'est un jour épouvantable. Il pleut des cordes et le vent souffle. J'espère que nos bombardements vont ramollir la volonté des Allemands à continuer leur résistance. Si ça ne marche pas, il faudra s'y mettre sérieusement. L'issue est certaine, mais ma priorité est de tout faire pour éviter toute perte inutile parmi nos troupes. » Profitant de l'accalmie, les secouristes s'affairent. Il y avait des gens sous les ruines. C'est là où les équipes nationales et la défense massive, avec les pompiers bien sûr, ont essayé de sauver ce qui pouvait être sauvé. Parce que c'était des tonnes et des tonnes de gravats, bien sûr. Les autorités religieuses havraises viennent supplier Wildermuth d'autoriser une trêve et l'évacuation des habitants. Wildermuth refuse et rejette la responsabilité du drame sur les Anglais. Malgré d'autres bombardements, dont une partie tombe sur la banlieue du Havre, le général Crocker doit admettre son échec. Wildermuth refuse toujours la reddition. Il est contraint de lancer l'attaque terrestre qu'il redoute. Il demande à nouveau l'appui des bombardiers. Mais cette fois-ci, les cibles sont différentes. Ce sont les fortifications allemandes disposées autour de la ville. Quasiment tous les appareils disponibles du Bomber Command sont lancés contre le Havre le 10 septembre. Et on arrive à un total de presque 5000 tonnes de bombes. Donc ce sont les bombardements les plus importants, mais sans doute pas les plus douloureux pour la ville du Havre. Ce sont les premiers bombardements utiles et efficaces. Dans la foulée, le commandement britannique lance ses troupes à l'assaut. L'attaque est lancée avec une extrême rapidité et aussi avec un certain nombre d'engins destinés à permettre la traversée des champs de mines et aussi des appareils lance-flammes. Crocker dirait tout s'est passé comme une horloge bien réglée. Et il n'est pas forcément tort parce que dans les 48 heures, les opérations terrestres sont, pour ainsi dire, terminées. Les Britanniques ont su profiter du choc provoqué par les bombardements massifs du 10 pour prendre les Allemands au dépourvu.
On arrive au château d'eau, on tombe sur des chars d'assaut anglais. Et on a un officier anglais qui nous a insultés en anglais, disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» Parce qu'ils étaient en train de préparer l'assaut du fort de Saint-Adresse. Alors nous, on voyait porter la brouette pour aller chercher le lion. Alors l'officier, je me souviens toujours, il dit « Allez hop, dégagez !» Et alors ils avaient lancé un ultimatum à la garnison allemande qui se trouve au fort de Sainte-Adresse, qui finalement s'est rendu. Le fort de Tourneville tombe entre les mains des Britanniques vers 9 h. Mais il faut encore 3 heures pour que Wildermuth, blessé par un éclat d'obus à la cuisse, ne consente à se rendre. Wildermuth, fidèle à son serment, ne donne pas la reddition de la garnison. Blessé et cerné par les troupes britanniques, il se rend à titre individuel. Ensuite, les Britanniques l'invitent à donner la reddition de la garnison. Il refuse. Il dit « Maintenant, je suis prisonnier de guerre. Mon commandement est terminé. Je ne suis plus commandeur de la garnison. Il n'y a pas lieu de me demander de faire quoi que ce soit. » Résultat, pendant des heures, des soldats fanatiques allemands vont continuer de tirer sur les Britanniques. Au bout de quelques heures, vers 4 h de l'après-midi, les combats cessent. Les Allemands se rendent. Michel Daillot assiste à cette reddition des troupes allemandes. Toujours suivant le prêtre qui était avec nous, on trouve un garde allemand. Il voit mon abbé qui était en soutane à l'époque. Il vient au-devant de lui en lui donnant son fusil. L'abbé ne parlait pas un mot d'allemand. Il s'est fait comprendre qu'il ne voulait plus faire la guerre, que pour lui c'était terminé, il lui remettait son fusil. Puis, il assiste à l'entrée des troupes britanniques dans la ville du Havre. C'était des tanks anglais, des chars d'assaut anglais, qui étaient arrêtés sur la place de l'église et qui attendaient des ordres pour descendre au Havre. Mais ils étaient très craintifs, parce qu'ils prétendaient qu'il y avait des mines qui avaient été posées sur la rue qui descendait de Senvic au Havre, alors qu'il n'y avait rien du tout. En cette fin d'après-midi du 12 septembre 1944, victorieux, les Alliés pénètrent dans une ville qui n'est plus qu'un champ de ruines. Le bilan militaire du côté allemand et anglais est plutôt léger. L'assaut terrestre se passe très bien avec tout au plus 500 morts, blessés et disparus côté britannique, aussi assez peu de morts du côté allemand, mais 11 000 prisonniers allemands. Du côté des civils, le bilan est terrible. Pour l'ensemble des bombardements de septembre, donc entre le 5 et le 12 septembre, qui est le jour de la libération, environ 2000 morts. Il y a des morts partout. Ils sont enterrés à la va-vite. Le square qui se trouve à avenue Foch, il servait de cimetière, parce qu'on enterrait les gens, Il a été rasé. Du quartier de la gare, on voyait la mer, quoi. Et donc quand on connaît le Havre, comme entre la gare et la mer, il y a à peu près 1 kilomètre, ça donne une idée de l'étendue des destructions. On a 90 ou 100 degrés d'angle, on a tout un quartier détruit. On ne pouvait plus pénétrer dans ce périmètre de ruines. Hein. Il n'y avait plus de rue, il n'y avait plus de boulevard, il n'y avait plus rien de tracé. Hein. Et puis c'était même dangereux parce qu'il y avait encore des pans de murs qui risquaient de tomber. Hein. Le 12 septembre 1944, le quotidien Le Havre Matin titre « Nous vous attendions dans la joie, nous vous accueillons dans le deuil ». Les Havrais n'ont qu'un mot à la bouche. Pourquoi ? Pourquoi le centre de la ville a été pulvérisé sous les bombes britanniques ? Pourquoi plus de 2000 civils havrais viennent de perdre la vie? Des témoins se souviennent encore aujourd'hui de l'accueil très réservé des libérateurs par les habitants du Havre. On ne les a pas applaudis. Hein. On était très froids. Ça s'est un peu arrangé après, mais il faut dire qu'ils n'avaient pas tellement bonne réputation. Crocker est invité à rejoindre la remise d'une gerbe de fleurs au monument aux morts du Havre, l'une des seules constructions intactes au centre-ville. Il écrit « Je suis descendu au Havre cet après-midi, on m'a enrôlé pour poser une gerbe au monument aux morts. Les autorités étaient reconnaissantes de leur libération, mais naturellement un peu assommées par leur expérience. Je regrette que la ville ait été tristement amochée par endroits, et il y a eu de nombreux tués et blessés. Mais malheureusement,
C'était inévitable et il comprenait que c'était une partie du prix à payer. Ces lettres font état d'un souci pour les civils, mais elles ne sont peut-être pas à la mesure du désastre qui a été provoqué. Aucune ville française n'a payé plus cher que le Havre sa délivrance. Son bombardement est le plus meurtrier et le plus destructeur qu'ait connu la France. Il faut savoir que la Grande-Bretagne a reçu en tout et pour tout quelques 75 000 tonnes de bombes entre 40 et 45. Pour le Havre, pour la seule ville du Havre, en une semaine, 10 000 tonnes de bombes. C'est une disproportion assez remarquable. C'est l'un des bombardements meurtriers les plus mystérieux et incompréhensibles de la Seconde Guerre mondiale. Des Allemands peu visés par les bombes et rapidement vaincus par une attaque terrestre. Pendant plus de 70 ans, de nombreuses enquêtes historiques ont tenté de percer ce mystère, sans succès. Elles se sont toutes heurtées à une chape de plomb, un silence coupable et tabou, jusqu'à des découvertes récentes. La tragédie du Havre, c'est que ni Crocker ni Wildermuth sont des monstres sanguinaires, mais chacun estime de son devoir militaire de suivre une série d'actions qui provoquent cette tragédie. Wildermuth aurait pu se rendre sans trop faire de dommages à l'effort de guerre allemand et Crocker aurait pu permettre l'évacuation et aurait pu se soucier peut-être un peu plus, voire beaucoup plus, de ce que faisaient, ce dont étaient capables les bombardiers de la Royal Air Force. Crocker et Wildermuth sont tous les deux satisfaits de leur mission. Wildermuth a toujours affirmé qu'il avait bien demandé l'évacuation des civils et que les Britanniques l'avaient refusé. Cette version a été confirmée par un officier anglais. Cela a provoqué un scandale au Royaume-Uni. Il a même été question d'accusations de crimes de guerre dans la presse. Attaquée, la Royal Air Force a répliqué en brandissant ses archives dans lesquelles aucune trace d'un refus d'évacuation de la part de Crocker n'a pu être retrouvée. Pourtant, dans la même lettre écrite à son épouse le 12 septembre 1944 et récemment découverte, Crocker lève le voile sur la terrible vérité. Wildermuth a demandé 2 jours pour évacuer les civils. C'était une décision ni facile ni agréable à prendre, mais j'ai refusé. Il n'a qu'à se rendre s'il s'en préoccupe réellement. Wildermuth en aurait profité pour gagner du temps et pour se débarrasser des résistants. Crocker ne voulait pas négocier avec Wildermuth, sauf dans le cadre d'une reddition de sa part. 3 anciens pilotes britanniques ont aussi fait des révélations dérangeantes. Ils contredisent leur propre institution sur une série de points cruciaux, notamment l'impact et la précision de ces bombardements. We were told that the French citizens were evacuated. There was concentration of German troops and surrounded by Canadians who required assistance. And in fact, that night after the raid, when I went back, I'd have entered up my logbook, which this is a copy, in which I wrote that the purpose of the operation was to accelerate the surrender of the German garrison. We thought that this part of Le Havre behind us was all German. That is what we thought then. In fact, when we got back from Le Havre, there was a telegram from Bomber Command headquarters at High Wycombe, near London, received from Montgomery, thanking bomber crews for their accuracy on the bombing of Le Havre. That is on record. It is very sad, isn't it, that purely civilians are the target and the Germans roll out. And one wonders why the intelligence at the time was so inaccurate, if in fact that was so. Apparemment, côté britannique, c'est toute la chaîne de commandement qui serait fautive, de Crocker à Montgomery, le chef des armées britanniques. C'est un crime de guerre ou quelque chose qui mérite des excuses. Sauf que dans l'establishment anglais, les hauts faits de la Royal Air Force sont glorifiés et il n'est pas question de diminuer cet héroïsme. Les Anglais ont fait quelque chose de moche, de vraiment moche. Ouais. Les Anglais ont fait un truc qu'ils ne devaient pas faire. On a eu du mal à faire le deuil de tout ça. Mais on n'a pas voulu aux soldats anglais.
La preuve, c'est qu'on avait même reçu des soldats anglais le soir ou le lendemain de leur arrivée ici pour les héberger. Pourtant, des dizaines de milliers de Havrais vont vivre dans des abris de fortune pendant des années, le temps que leur ville et leur logement soient reconstruits. Pour les encourager, le général de Gaulle fait une visite au Havre le 7 octobre 1944. Au printemps 1945, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme confie le projet de reconstruction du centre-ville du Havre à l'atelier Perret. Officiellement, la reconstruction s'achève au milieu des années 1960. On n'a pas tellement demandé aux Havrais leur avis sur ce vaste chantier d'urbanisme, sur la manière dont ils souhaitaient que leur ville soit reconstruite. Ça explique aussi pourquoi les Havrais ont peut-être mis du temps à s'approprier cette ville nouvelle. D'autant plus que la reconstruction jurait quand même par rapport au Havre d'antan. Et les vieux Havrais n'étaient pas d'accord avec le sens de la reconstruction de notre ami Perret. Et il a fallu l'inscription à l'UNESCO en 2005 pour être fier d'être Havrais à nouveau. Longtemps un mystère, les raisons qui ont conduit au bombardement meurtrier du Havre en septembre 1944 ont été enfin élucidées. Le bombardement est le résultat de l'enchaînement d'un ensemble de facteurs. Côté britannique, c'est une série d'erreurs de jugement, de mauvaises informations et de précipitations. Côté allemand, il s'explique par l'obstination jusqu'au boutiste d'un militaire voulant faire honneur à son serment fait à Adolf Hitler. Restent les souffrances qui en ont résulté. À ce jour, ni le gouvernement britannique, ni les autorités allemandes n'ont encore exprimé le moindre regret.